24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, énième violation sioniste de l'accord de trêve à Gaza, de Palestiniens tombent en martyrs sous les balles des forces d'occupation à Rafah, au sud de la bande. Le Hamas dénonce l'attitude de l'entité sioniste. L'occupation sioniste a commis plus de 900 violations du cessez-le-feu depuis sa mise en œuvre en janvier. Le bureau des médias de Gaza dénonce un crime de guerre. Renforcement de la coopération entre Alger et Rome. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, reçoit le vice-premier ministre et chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, en visite officielle dans la capitale. Le régime du Merzen de plus en plus embourbé dans les scandales de corruption. Une association marocaine de protection des deniers publics demande une enquête sur le gaspillage du budget du plan vert. Et enfin, conflit en Ukraine, l'armée russe lance des frappes sur des infrastructures aéroportuaires ukrainiennes. Pour le président Zelensky, un cessez-le-feu ne suffit pas au moment où le Kremlin appelle à forcer Kiev à faire la paix. Bonsoir à toutes et à tous. Les massacres se poursuivent à Gaza. Au moins 2 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés ce lundi sous les balles des forces d'occupation sionistes dans le centre-ville de Rafah, au sud de la bande. Selon l'agence de presse palestinienne, les forces d'occupation ont ouvert le feu dans plusieurs zones du nord et du sud de l'enclave au moment où l'entité sioniste refuse toujours de s'engager dans la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de trêve après l'expiration de la première le samedi. Et ces 2 Palestiniens tombés en martyrs à Gaza viennent s'ajouter à la liste des multiples violations sionistes de l'accord de trêve. Un accord déjà très fragile et qui risque de voler en éclats si la partie sioniste ne se résout pas à respecter ses engagements. Souhila Kilal. Ils pensaient que l'accord de cessez-le-feu conclu entre le Hamas et l'entité sioniste allait leur donner du répit et leur faire oublier les massacres et l'odeur de la mort. Mais c'était sans compter sur l'acharnement sioniste. Ces familles pleurent leur mort, 2 martyrs assassinés par les balles sionistes à Rafah. Au moment où l'entité sioniste refuse toujours de s'engager dans la mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, après l'expiration de la première phase samedi. Comment peuvent-ils dire qu'il y a une trêve? Où est la trêve alors qu'ils tuent des gens? Mon frère est allé voir sa maison à côté de la station El Amina et ils l'ont tué. L'occupation cible les civils dans ces zones de sécurité, d'autant plus que ces zones sont considérées comme des zones de sécurité selon les accords signés, d'autant plus qu'elles sont situées à côté du plus grand hôpital de Rafah, l'hôpital de campagne émirati. Honnêtement, nous ne savons pas quoi dire face à ces violations des accords. Cette attaque sioniste n'est pas un acte isolé. Les forces d'occupation ont mené des opérations dans plusieurs zones de Gaza, notamment à Al-Mawassi, où 3 personnes ont été blessées. Elles ont également ouvert le feu à l'est de Jabalia, alors que les avions de guerre et les hélicoptères sionistes continuent de survoler l'enclave. Une manière sournoise de garder les Gazaouis en alerte et maintenir l'attention au firmament. L'occupation et ses complices guettent le peuple palestinien. Et en ce qui concerne les armes envoyées par les États-Unis à Israël, cela fait partie de l'accord entre l'occupation et les États-Unis. Il n'est pas étrange de voir ces accords et la grande quantité de ces armes tuer le peuple palestinien. Cela conduit à la violation du cessez-le-feu et nous appelons à renforcer cette trêve autant que possible. Depuis l'annonce du cessez-le-feu à Gaza, 116 Palestiniens sont tombés en martyrs et 490 ont été blessés. Ces chiffres traduisent à eux seuls les intentions à peine cachées de Netanyahou, qui veut absolument violer ce cessez-le-feu déjà fragile pour poursuivre son plan d'annexation de Gaza au territoire palestinien occupé. Alors que le Hamas a déclaré qu'une deuxième phase devait maintenant être entamée afin de conduire à un retrait sioniste permanent et à la fin de la guerre.
Et pour le Hamas, l'entité sioniste tenterait de ramener les choses à la case départ en demandant de prolonger la première phase de leur accord de cessez-le-feu à Gaza. Avec ce comportement, l'occupation cherche à revenir à la case départ et à renverser l'accord à travers les alternatives qu'elle propose, comme la prolongation de la première phase ou la création d'une phase intermédiaire ou d'autres propositions qui ne sont pas conformes à ce qui a été stipulé dans l'accord signé entre les deux parties. Les récentes décisions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'adopter les positions américaines visant à prolonger la première phase de l'accord s'inscrivent dans le cadre d'arrangements qui contredisent ce qui a été convenu, ce que nous considérons comme une tentative flagrante de contourner l'accord et d'éviter d'entamer des négociations pour la deuxième phase. La résistance palestinienne a dans ce contexte condamné le chantage exercé par l'entité sioniste, dénonçant l'attitude de Benjamin Netanyahou qui tente d'utiliser les aides comme monnaie d'échange dans les négociations. Nous condamnons le chantage bon marché pratiqué par Netanyahou et son gouvernement extrémiste contre notre peuple en utilisant l'aide humanitaire comme monnaie d'échange dans les négociations, en particulier après la décision du gouvernement d'occupation de fermer les points de passage et de stopper l'afflux d'aide humanitaire vers la bande de Gaza asphyxiée. Selon le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza, plus de 900 violations ont été commises par l'occupation. Les médias gouvernementaux ont ajouté lundi dans un communiqué que les violations commises par l'occupation ont entraîné le martyre d'une centaine de Palestiniens et la blessure d'environ 500 autres. Et malgré les menaces, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a dit continuer de fournir des services de santé dans la bande de Gaza, soulignant que l'accès aux soins de santé est essentiel dans l'enclave qui peine à se reconstruire après 15 mois de génocide. Selon l'UNRWA, 3 centres de santé ont rouvert et des soins sont désormais disponibles dans 9 endroits au total. Les équipes de l'agence onusienne ont jusque-là pu procéder à 300 000 consultations. L'Organisation de la coopération islamique a fermement condamné ce lundi la décision de l'occupation sioniste de priver la bande de Gaza de l'aide humanitaire, la qualifiant d'une violation du droit international et des chartes onusiennes. Dans ce sillage, l'OCI a appelé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à prendre les mesures nécessaires pour contraindre l'occupant à mettre fin à ses crimes et violations continues et à assurer l'acheminement adéquat, permanent et sans entrave de l'aide humanitaire dans toutes les parties de la bande. Direction Jabalia, au nord de la bande de Gaza, où les Palestiniens accueillent amèrement la décision sioniste de bloquer l'entrée des aides. Néanmoins, ils s'efforcent quand même de continuer à vivre malgré les difficultés, en particulier durant le mois sacré de Ramadan. Commentaire Maria Chouillard. Au coucher du soleil, cette famille palestinienne entourée de décombres de sa maison à Jabalia se rassemble autour de ce tapis qui lui sert de table pour rompre son jeûne. Au menu, des traces de repas, mais pas de quoi rassasier une famille, pas de quoi soulager la faim, seulement de quoi se contenter. Les craintes grandissent parmi la population palestinienne alors que l'occupation sioniste continue de bloquer l'aide humanitaire. À Gaza, la situation devient chaque jour plus dramatique, comme en témoigne ce père palestinien qui, au péril de sa vie, lutte pour survivre avec sa famille. Si les aides n'entrent pas à Gaza, la famine reprendra son cours, peut-être même de manière plus intense qu'auparavant. Nous avons vu nos enfants mourir de faim sous nos yeux et nous ne pouvions rien faire pour les sauver. La souffrance d'Ayoub est partagée par de nombreuses familles palestiniennes qui se battent contre la faim et la privation. Le souvenir des jours passés sous le poids du génocide demeure vif dans leur mémoire. Surtout que l'entité sioniste continue de violer l'accord de cessez-le-feu en utilisant la faim comme une arme contre une population déjà meurtrie. Nous savons par expérience que l'occupation ne respecte jamais aucune promesse ni aucun accord. Nous ne sommes donc pas surpris par le fait qu'elle ne respecte aucun accord ou trêve. Nous disons à l'occupation, même si nous mangeons du sable, nous ne capitulerons pas et nous ne nous agenouillerons pas devant elle. Le retour à des conditions de vie inhumaines semble inévitable si l'aide ne parvient pas à atteindre la population.
Les habitants de Gaza vivent dans une situation de tentative de survie constante. Les enfants, souvent les premières victimes de ce drame, sont les plus touchés par la privation. L'angoisse des parents, impuissants face à la souffrance de leurs enfants, est un fardeau lourd à porter. Franchement, depuis le début de la guerre, ils essaient de nous affamer. Nous craignons que les gens meurent de faim à cause du manque d'aide et de vivres. De plus, les gens ont peur du retour de la guerre et de la mort. N'est-il pas suffisant que l'occupation ait tué 50 ou 60 000 martyrs jusqu'à présent? La résistance palestinienne se manifeste par ces moments de résilience. Au milieu des décombres, la famille d'Ayoub continue de célébrer le Ramadan. Ils trouvent encore la force de maintenir des traditions sacrées, un geste symbolique de leur foi et de leur courage face aux génocidaires. On vous emmène en Syrie à présent avec ces images qui donnent l'impression d'être dans une vieille cité romaine. Les Syriens de la ville d'Idlib se sont rassemblés près de la vieille mosquée de Ma'arat al-Nu'man, datant du XIIe siècle, pour un iftar organisé par une organisation caritative au milieu des débris. J'espère que toutes les personnes déplacées retourneront dans leur ville et qu'aucune d'entre elles ne resteront dans des tentes. Le plus important est qu'ils rentrent chez eux et que toutes les familles soient réunies. Nous avons organisé cet iftar parce que nous avons vu que les gens reviennent pour reconstruire leur maison, que ce soit ici à Ma'arat al-Nu'man ou ailleurs. Nous avons organisé cet iftar communautaire pour alléger un peu les souffrances. Nous espérons que d'ici le prochain Ramadan, toute la Syrie sera reconstruite. Dossier nucléaire, lors d'un point presse, le directeur général de l'AIEA a déclaré espérer des pourparlers avec l'Iran le plus tôt possible, ajoutant que la quantité d'uranium enrichi à 60% augmentait très vite. On l'écoute. Nous devons nous engager le plus rapidement possible car le temps passe. Vous avez vu mes rapports sur les activités en Iran. La quantité d'uranium enrichi à 60% augmente très très vite. Toutes les activités sont en cours, tout le renforcement de leur capacité est en cours et nous le constatons dans différentes installations. Tout cela fait qu'il faut commencer à bouger. Nous sommes prêts, tout le monde le sait. On en parlait tout à l'heure en titre. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce lundi le vice-président du Conseil des ministres et ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, ainsi que la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmad Attaf, du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères Tawfiq Jouama et de l'ambassadeur d'Algérie à Rome, Mohamed Khalif. Les relations entre l'Italie et l'Algérie sont très fortes et on peut aller de l'avant. Nos rapports vont de la coopération politique jusqu'à la coopération économique et au domaine de la culture. Donc nous avons parlé de la stabilité de la Méditerranée, et des relations entre nos deux pays et aussi dans les domaines de la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. Et nous voulons travailler ensemble et on a décidé d'avoir une coopération stable entre mon secrétaire général et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Tunisie. On a décidé d'organiser une rencontre parmi nos gouvernements en Italie et on va fixer une date. Et après, j'ai aussi informé le président du ministère des Affaires étrangères que l'Italie va organiser la réunion 5+5. On va fixer la date. Nous avons discuté sur la façon de coopérer dans tous les différents domaines économiques, c'est-à-dire l'énergie, mais aussi les infrastructures, dans les domaines de bâtiments, et aussi dans d'autres domaines, dans l'agro-industriel. Et le savoir-faire italien va nous aider pour faire des investissements, des nouveaux investissements ici en Algérie.
Initialement, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a reçu son homologue italien Antonio Tajani au siège du ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, les deux ministres ont présidé une séance de travail élargie avec la participation des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères, ainsi que les membres des délégations des deux pays, ayant porté sur les progrès réalisés dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat algéro-italienne dans leurs diverses dimensions, politiques, économiques, culturelles et humaines, saluant par là même la dynamique remarquable des relations et l'intensité des échanges de visites et de consultations bilatérales. Autre activité diplomatique, le Premier ministre algérien Adel Arbaoui a eu ce lundi un entretien téléphonique avec son homologue mauritanien Mokhtar Ould Diaye, lors duquel ils se sont échangés les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Les deux parties se sont félicitées du niveau de coopération bilatérale qui connaît une dynamique croissante suivant la volonté commune des dirigeants algériens et mauritaniens. Les ministres ont par ailleurs passé en revue les progrès réalisés dans les projets et programmes de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment ceux liés aux infrastructures et au renforcement de l'intégration régionale. Sahara occidental, les prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdemizik ont condamné dans un nouveau communiqué toutes les formes de répression et d'intimidation pratiquées par l'occupation marocaine contre le peuple sahraoui, appelant la communauté internationale à protéger le peuple de la brutalité de l'occupation marocaine en élargissant le pouvoir de la MINURSO pour y inclure la surveillance et l'établissement de rapports sur les droits de l'homme. Et au Maroc, l'association de protection des deniers publics a appelé à une enquête sur le gaspillage du budget du plan vert, approuvé par Rabat dans le but de développer le secteur agricole. Le président de l'association, Mohamed El-Ghloussi, s'est interrogé dans un message sur son compte Facebook sur le sort des fonds de ce plan, où et comment ils ont été dépensés et quelles sont les personnes et les entreprises qui en ont bénéficié après l'échec de l'atteinte des objectifs fixés et les prix exorbitants observés par divers produits agricoles au Maroc. Nous espérons que le dossier du plan vert sera ouvert et que les responsables du gaspillage et de la dilapidation d'énormes fonds publics seront tenus responsables à un moment où les prix des légumes et des fruits montent en flèche et que de larges classes sociales ne peuvent plus se les permettre. En contrepartie de l'enrichissement d'un groupe de grands agriculteurs et d'intermédiaires grâce à l'exploitation du soutien alloué à ce programme qui nous a été présenté comme une clé pour développer l'agriculture et en faire une locomotive du développement à la lumière des transformations climatiques et économiques. Mohamed El-Ghloussi a également souligné que la corruption dans le royaume s'est transformée en un système qui menace les appareils de l'État. On écoute. Un environnement corrompu qui offre l'immunité aux personnes corrompues et aux voleurs d'argent public. Le Conseil supérieur des comptes peut-il ouvrir les dossiers de corruption qui ont fait grand bruit et aborder les grands programmes, plans et fonds tels que le plan vert, le carburant, la pêche maritime et le programme urgent de réforme de l'éducation et de développement du monde rural et l'émergence de nouveaux riches qui contrôlent la terre et la mer? Ou bien cela se limitera-t-il aux élus, aux groupes locaux, aux employés subalternes pour justifier l'existence d'une volonté politique de lutter contre la corruption alors que les hauts fonctionnaires continuent d'échapper à toute responsabilité? La branche marocaine du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, le BDS, a pointé du doigt ce lundi le Merzen et d'autres régimes qu'il décrit comme normalisateurs et tyranniques de légitimer l'occupation sioniste dans les territoires palestiniens occupés. Le mouvement a également confirmé dans un communiqué que la normalisation est devenue un outil entre les mains de l'occupation pour poursuivre les crimes et les massacres commis contre le peuple palestinien. Cette année, le mois de Ramadan arrive alors que l'entité poursuit son agression brutale contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et la guerre génocidaire contre la population de la bande de Gaza occupée et assiégée dans le cadre de ses efforts pour imposer son hégémonie absolue sur la région en utilisant la normalisation avec certains régimes arabes autoritaires comme un outil pour légitimer son existence et renforcer son influence.
Conflit en Ukraine, l'armée russe a affirmé avoir lancé des frappes sur les infrastructures aéroportuaires ukrainiennes dimanche. Selon le ministère russe de la Défense, l'armée a également ciblé des installations de traitement du gaz naturel qui fournissent un soutien essentiel aux capacités militaires de l'Ukraine. La même source a par ailleurs affirmé que les forces russes ont repoussé plusieurs attaques ukrainiennes et lancé des offensives en direction de Donetsk, Zaporijia, Kherson et Lugansk. Et lors d'une conférence de presse à Londres après le sommet des 15 Européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'un cessez-le-feu ne serait pas suffisant sans garantie sérieuse en matière de sécurité. Je vous propose de l'écouter. Le président Trump veut mettre fin à la guerre et il peut le faire avec l'aide de l'Europe, avec nous pour forcer Poutine à mettre fin à la guerre. Ce sera un échec pour tout le monde si l'Ukraine est contrainte à un cessez-le-feu sans garantie sérieuse en matière de sécurité. Imaginez que dans une semaine, les Russes nous tuent et que nous ripostions, ce qui serait tout à fait compréhensible. Et de son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé ce lundi à forcer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à faire la paix lors d'un point de presse et dans un contexte de rapprochement avec Washington. Il faut maintenant prendre des initiatives constructives. Il est très important que quelqu'un force Zelensky lui-même à changer de position. Il ne veut pas la paix. Quelqu'un doit le forcer à vouloir la paix. Le porte-avions américain USS Carl Vinson a fait escale dans la ville portuaire de Busan, au sud de la Corée du Sud, ce lundi, dans le cadre d'une démonstration de force contre la Corée du Nord. Notre présence ici à Busan démontre clairement la forte alliance entre la République de Corée et les États-Unis, ainsi que notre opportunité de nous entraîner et d'opérer ensemble avec nos alliés, comme nous le faisons depuis 72 ans, et nous serons certainement impatients de continuer à le faire. L'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et la légende du football français, Michel Platini, sont arrivés ce lundi devant un tribunal suisse accusés de fraude 2 ans et demi après avoir été innocentés. Les deux hommes, qui comptaient autrefois parmi les personnalités les plus importantes du football mondial, ont été acquittés en 2022 par un tribunal suisse de première instance à l'issue d'une enquête de 7 ans sur un paiement de 2 millions de francs suisses à Platini. Le procureur fédéral suisse a fait appel de cette décision, ce qui a donné lieu à une nouvelle audience à la Chambre des recours extraordinaires du tribunal pénal suisse. Monsieur Platini, comment ça va aujourd'hui? Quel état d'esprit êtes-vous ce matin? Je vais bien. Et avant de se quitter, on vous emmène faire un tour en Inde pour voir comment les musulmans du pays célèbrent le Ramadan. À Delhi, de grandes foules se sont rassemblées dans la mosquée Jama Masjid pour rompre le jeûne, tandis qu'au Cachemire, des groupes récitent le Coran à l'unisson. Madame Zensitouni. Une première rupture du jeûne à la nuit tombée pour les musulmans de l'Inde. C'est parti pour un mois de Ramadan, mois de charité, de prière, de retrouvailles pour les fidèles, avec la règle de s'abstenir de boire et de manger de l'aube au coucher du soleil, et avec des coutumes se mêlant aux traditions locales, comme la rupture du jeûne à Jama Masjid. Le premier jour du Ramadan, il y a beaucoup d'agitation. Elle augmentera de jour en jour. Les gens viennent dans le vieux Delhi pour acheter diverses choses. Ils se rendent ensuite à Jama Masjid pour rompre le jeûne. Les habitants des quartiers adjacents viennent également rompre le jeûne. Considéré comme l'un des moments les plus importants de l'année pour les musulmans, vu qu'il fait partie des 5 piliers de l'islam, la communauté musulmane en Inde profite de ce mois de spiritualité.
Dans les mosquées, les femmes ne sont pas autorisées à entrer. Mais ici, à la mosquée de Jama Masjid, les femmes et les hommes sont autorisés à entrer. Je suis donc très heureuse de voir cela. Je voulais passer ce moment dans un endroit où tout le monde pouvait être ensemble. Si les musulmans se distinguent les uns des autres par l'origine géographique, la langue et la culture, Ramadan les rassemble tous autour de l'iftar et des prières de Tarawih. En Inde ou ailleurs, le monde musulman est à l'heure du Ramadan. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Au revoir.